Bonjour amis internautes, merci de votre soutien. Ici c'est Inews 24. Inews 24 reçoit Eric Mwamba de Grand Journal. Eric Mwamba va nous parler de la réapparition de Joseph Kabila. Il refait surface, comme vous l'avez remarqué, au Parlement congolais. Bonjour Eric. Bonjour cher Denis. Comment vous allez? Mais très bien. Ça fait quand même un bail. Mais c'est ça, mais c'est chez moi ici. Bien sûr, c'est chez vous. Parlez-nous un peu de Grand Journal, le numéro que nous attendions de Grand Journal. Il paraît que c'est déjà sorti. Oui, c'est sorti, c'est en distribution. Pour le moment, nous avons fait une grande édition, version imprimable, mais électroniquement distribuée dans le contexte de Covid-19. Alors, le titre phare, par exemple. Oui, le titre phare, c'est... Nous avons fait un dossier sur le Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, très intéressant à lire. Nous avons titré tout simplement Ahmed Bakayoko, le réserviste. Donc c'est celui-là même qu'on appelle les demi-dieux. Oui, le Golden Boy. Rapidement, avec lui, rapidement, qu'est-ce qui se passe? Ouattara rentré, qu'on appelle communément, affectivement ado, rentré ou pas rentré. Il y a quand même des grogne là-bas. Et pourquoi vous avez tout simplement pris Ahmed Bakayoko? Puisqu'il y avait deux dauphins, en principe, selon le commun des mortels en Côte d'Ivoire et même sur le plan international. Il y avait Amadou Gon Coulibaly, qui était le dauphin numéro 1, ou soit le favori, d'Alassane Dramane Ouattara pour le remplacer à la tête du pays. Malheureusement, il est mort et Alassane Ouattara dit que pour lui permettre de préparer la relève tout en préservant les acquis, puisqu'il faut reconnaître que le mandat Ouattara, qui était le premier ministre, ancien premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, tous ces temps depuis 2010, depuis le dernier conflit armé ivoirien, la Côte d'Ivoire a été beaucoup réformée. Il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup Et à quoi lui représente, pourquoi sa présence, Ahmed Bakayoko? Alors, Ahmed Bakayoko, vous savez, Grand Journal s'abreuve aux bonnes sources. Donc Alassane Ouattara va être élu s'il a la chance, il se représente contre toute attente, ce qui est beaucoup contesté d'ailleurs, mais dans les laboratoires de RHDP et dans le secret d'Alassane Ouattara, nous savons qu'il ne va pas finir son mandat, il va céder le pouvoir à Ahmed Bakayoko. Je pense que nous servons cela. Mais en République démocratique du Congo, vous avez parlé de... J'aime bien appeler le ministre de Mines Samsoni. J'aime bien ces noms-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce qu'il y a plusieurs ministres quand même. Oui, nous l'avons appelé Monsieur Innovation. Tout simplement pourquoi? Puisque vous savez que les mines, c'est la mamelle principale de l'économie de la RDC. L'essentiel de notre budget vient des mines. Alors, lui, il a décidé un jour de vulgariser le code minier. Le code minier a toujours été quelque chose réservé aux experts et aux initiés, aux dirigeants, alors que, en principe, les mines appartiennent au peuple congolais. Donc, le code minier, c'est la Bible qui permet, par exemple, aux citoyens congolais de savoir quels sont leurs droits et comment ils peuvent les revendiquer. Comment les entreprises minières, qui sont pour la plupart multinationales ou internationales, et il y a ce qu'on appelle les cahiers des charges. Et dans le cahier des charges, c'est un ensemble d'engagements que les entreprises, à travers le gouvernement, prennent vis-à-vis de la population congolaise, notamment le respect des droits des populations locales, le respect de l'environnement. Les entreprises doivent mettre à la disposition des citoyens les informations leur permettant de savoir comment les minéraux vont être exploités. Alors lui, le Grand Journal a décidé de le surnommer Monsieur Innovation, tout simplement puisqu'il a décidé de dévoiler le contenu du code minier à travers ce qu'il appelle campagne de vulgarisation du code minier. Il a même réécrit dans des termes simples pour permettre à la population de s'approprier ce qu'il appelle le code minier révisé et annoté. Merci beaucoup. Nous gardons les dossiers Grand Journal parce que c'est déjà apparu et maintenant nous aurons une émission. Nous vous convions, si vous aurez le temps ce soir, de passer à notre studio pour qu'on parle directement des Grand Journal et d'autres évidemment. Maintenant nous rentrons, chers amis internautes, sur Kabila. Évidemment, les internautes se demanderont comment est-ce qu'ils auront le journal. Comment ils peuvent l'avoir encore. Vous l'avez rappelé la fois passée, rappelez-le encore. Nous avons un site internet, il faut taper www.grandjournalcd.com et puis là-dedans, vous pouvez nous envoyer un message. Cette fois-ci, on fera de notre mieux parce que la fois passée, c'était raté. Hein? On fera de notre mieux pour que nous vous passions ces sites. Merci. Et maintenant, nous parlons de Joseph Kabila Kabange, le raïs
les Chinarambo, il a beaucoup de noms, hein, les Che Guevara, et il s'est retrouvé subitement comme ça, s'il faut qu'on le dise, il a réapparu. Qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui justifie cette réapparition de Joseph Kabila Kabange, vous qui êtes dans le média d'investigation, qu'est-ce que vous avez apporté? Bon, d'abord, il faut mentionner que au terme de la Constitution, Joseph Kabila est le sénateur à vie. Cela veut dire tout simple. Ce n'est pas une innovation de la RDC. La constitution de la RDC est dupliquée sur le modèle de la France, bien que la RDC fut la colonie de la Belgique, mais vous savez que la Belgique c'est une monarchie. Donc les législateurs congolais se sont abreuvés aux sources du droit français pour élaborer notre constitution. Et dans la constitution de la France, les anciens chefs d'État sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Donc l'équivalent de la Cour constitutionnelle chez nous. Et dans la loi de la RDC, la loi mère qu'on appelle la Constitution, l'ancien président de la République est sénateur à vie. Alors c'est là, normalement, il n'a pas l'obligation d'aller siéger au Parlement, mais il peut le faire. Donc c'est alternatif. Il choisit d'aller siéger ou de ne pas aller siéger, mais ce n'est pas une obligation. Alors, Joseph Kabila a eu beaucoup de pression ces derniers temps. Vous savez, vous avez vu même au cours de la semaine, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a rencontré Joseph Kabila, et il y a eu beaucoup de tractations aussi par le passé, les envoyés américains, les envoyés de l'Union européenne, etc., qui l'ont rencontré. Donc on va peut-être développer au cours de cette émission davantage. Donc ce qu'on demande à Joseph Kabila, c'est de s'éclipser du leadership bicéphale. On va en parler dans cette émission. Alors, Joseph Kabila, normalement, quand une personnalité d'envergure, un ancien chef d'État ou un chef d'État en exercice, descend au Parlement, normalement, ce n'est pas sa présence physique qui constitue un événement. Ce qui devrait constituer un événement, à mon sens, c'est le message que Joseph Kabila aurait livré. Hier, vous avez constaté que quand il s'est rendu au Parlement, il n'a livré aucun message. Donc, il a fait tout simplement une descente symbolique pour donner une espèce de réponse aux gens qui font pression sur lui afin qu'il puisse laisser le président actuel libre de faire son travail sans trop d'interférences, bien qu'il ait la majorité au Parlement. Donc le fait qu'il va s'asseoir à l'hémicycle est une espèce de démystification qui le met au même rang que les autres parlementaires qui sont là-bas. Alors, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Vous pensez que c'est juste autour de ces pressions, ou bien il a tout simplement décidé de sortir comme ça? Pourquoi avoir attendu longtemps? Il n'avait pas l'obligation d'aller siéger. Donc normalement, c'est un titre honorifique qui permet à l'ancien chef de l'État d'avoir un titre qui lui permet de continuer en tant que symbole, quelqu'un qui a servi le pays pendant autant d'années, mais il n'avait aucune obligation. Et je pense que dans l'agenda même de Joseph Kabila, il n'avait jamais envisagé d'aller siéger au Parlement, puisque ce n'est pas une obligation, comme on a dit dans le même sens que dans les droits français. Les anciens chefs d'État qui sont des droits membres de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, n'ont pas le droit d'aller siéger. Donc lui, il est allé, selon nos informations, suite à ces pressions. Mais tant qu'il restera, bon, évidemment c'est un peu compliqué, quand il restera entre-temps autorité morale de FCC qui n'est pas un parti politique, parce que sa présence pouvait se justifier s'il était responsable d'un parti politique. Mais tant qu'il restera là au-dessus, c'est à ce moment-là que nous aurons le leadership qui est bicéphale en République démocratique du Congo avec cette histoire des FCC cash. Qu'est-ce que vous en pensez d'une façon générale quand les gens disent que le pays est sous-dirigé ou dirigé à deux? C'est-à-dire que c'est là où il y a tous les problèmes de la RDC. C'est-à-dire, à mon sens, cher Denis, on ne peut pas passer d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Comme une lettre qui passerait à la poste. Ça ne se fait pas. On n'a pas beaucoup de cas dans le monde qui montrent ces passages en douceur du système démocratique. Il faut reconnaître que Joseph Kabila a incarné un système dictatorial. Il a incarné un système policier. Puisque Joseph Kabila lui-même, son arrivée au pouvoir ne s'est pas fait à travers une voie démocratique. Il n'a pas été élu. En 2001, quand Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001, Joseph Kabila n'est pas
président de l'Assemblée nationale, encore qu'il n'y avait pas à l'époque un Parlement élu. Il n'est pas Premier ministre, il n'est même pas chef d'état-major général des forces armées congolaises. Mais il apparaît à la tête du pays, il devient le nouveau président en remplacement du président assassiné dans des conditions, j'ai l'habitude de dire, qui défient l'intelligence des spécialistes en sciences politiques. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui expliquer ce qui a fait que Joseph Kabila devienne président. Alors, on a vu tout le long de son mandat, la plupart des décisions, la manière dont même il y a eu un appareil répressif qui s'est établi, qui s'est ancré dans le pays. On a vu par exemple quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, le nombre de personnes qui étaient en prison, qu'on appelait les prisonniers politiques. On a vu par exemple le nombre de personnes qui étaient en exil, pour lesquelles on militait pour leur retour. Qui sont rentrés d'ailleurs. On a vu combien de personnes, les militants de ce qu'on appelait les mouvements citoyens, les défenseurs des droits de l'homme comme Floribert Chebeya, qui ont été tués tout le temps du mandat de la période de Joseph Kabila. Donc c'était pas un régime démocratique. Alors en 2018, lorsqu'on fait les élections, on connaît les conditions dans lesquelles on a obtenu ces élections. Ouais. Ces élections étaient prévues en 2016, mais en 2016 on n'a pas eu ces élections. Il a suffi qu'il y ait beaucoup de pression. Il y a eu encore la répression à vaste échelle, les gens sont morts et Joseph Kabila n'avait pas prévu de quitter. Aujourd'hui, il y a le débat, par exemple, sur le retour de l'élection du président de la République au suffrage indirect, mais ce n'est pas la première fois que le FCC a tenté. Le FCC a toujours tenté, pendant que Joseph Kabila était au pouvoir, de modifier la Constitution pour le maintenir au pouvoir. Ça n'a pas marché. Donc, alors, pour répondre à la question qui est posée sur le leadership bicéphale à la tête du pays, moi j'aimerais faire le tour de quelques pays pour voir comment les anciens chefs d'État se sont comportés à l'égard de leurs successeurs. Voilà. Et je prendrai, parce que quand on remplace une personne qui a fait 18 ans à la tête du pays, qui était le chef de l'armée. Il s'est enraciné, oui. Il était bien assis. C'est pas facile. Et ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des fidèles et des caciques qu'il a créés dans le système. C'est comme, je prendrai le cas du Sénégal. Je n'irai pas en dehors du continent africain. Je prendrai le cas du Sénégal, par exemple. Léopold Sédar Senghor, qui va être succédé par Abdou Diouf. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Senghor, quand il décide de transférer le pouvoir à Abdou Diouf, bien qu'Abdou Diouf fût son dauphin, ouais. Il décide tout simplement de quitter le Sénégal. Tout simplement. D'ailleurs, il est parti en France. D'ailleurs, on se rappelle de la phrase célèbre de Senghor qui dit qu'il rentre chez lui, ouais. Qu'il rentre dans son pays. Il faisait allusion à la France. Il était membre de l'Académie française. Il était membre de l'Académie française, donc il reprend les belles lettres, il reprend la plume, il reprend à écrire les poèmes. Donc l'objectif, c'est de laisser le nouveau président, de ne pas faire ombrage, puisque sa personnalité, qui est une personnalité légendaire, mythique, sa présence au pays va porter ombrage sur le nouveau président. C'est comme ça que Senghor quitte. Et si nous restons d'ailleurs au Sénégal, on verra qu'après Abdou Diouf, quand il transfère le pouvoir Wade d'abord. Abdou Diouf, Wade. Abdou Diouf qui transfère le pouvoir à Wade. Et automatiquement, on voit Abdou Diouf qui est nommé secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez, quand on est secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, on vit à Paris. Voilà. On ne vit pas en Afrique. Voilà. Et Wade, qui va transférer le pouvoir à Macky Sall, Wade, il crée un cabinet de consultants à Dubaï, dans les Émirats. Donc il quitte, il mène sa vie entre la France et les Émirats. Donc pour laisser la possibilité au nouveau président de la République de prendre ces quartiers. Voilà. Et si nous quittons l'Afrique de l'Ouest pour aller en Afrique australe, par exemple, je prends le cas de Nelson Mandela. Quand Mandela prend le pouvoir,
il laisse quand Mandela, excusez-moi, laisse le pouvoir à Thabo Mbeki, qu'est-ce qui se passe? Il passe plus de temps à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Vous vous rappelez, cher Denis, Nelson Mandela avait hérité de la femme de l'ancien président mozambicain Samora Machel. Samora Machel, n'est-ce pas? Ouais. Alors, comment il s'appelle? Mandela, ouais. Avec sa femme, Grace Machel. Il vit plus en dehors de l'Afrique du Sud. Okay. Il est plus au Mozambique. Il est plus dans des voyages touristiques. Il écrit ses mémoires, conversations. Et quand il est en Afrique du Sud, je me rappelle, il vit dans des villages. Et quand il est en Afrique du Sud, il n'est pas dans des grandes villes d'Afrique du Sud. Il n'a aucune activité politique. Il vit dans des villages. Il les reçoit des gens, il les reçoit les jeunes, il les reçoit des personnalités qui viennent du monde entier. Et c'est même nous prenons, ça c'était pour permettre au nouveau président Thabo Mbeki, qui n'avait pas l'aura de Nelson Mandela, qui n'avait pas la dimension de Nelson Mandela, de revêtir le costume du chef numéro 1 du pays. C'est pour cela les personnalités qui ont le sens de l'État, qui ont le sens de la nation, qui ont le sens de la République, qui ont le respect du peuple souverain, ils se comportent comme ça pour favoriser la continuité de l'État en toute quiétude et en toute tranquillité. Prenons le cas de l'Angola. Allons avec Dos Santos. Avec Dos Santos. Dos Santos, il laisse le pouvoir à Lorenzo. Et tous les spécialistes du monde disent que Lorenzo c'est une marionnette, mais Dos Santos, qu'est-ce qu'il fait? Il mène sa vie, il va au Portugal. Il va s'installer au Portugal. Il s'occupe de sa femme. De ses petits-fils. Il s'occupe de ses petits-fils, par exemple. Donc, il n'est pas là en train d'interférer dans les affaires de l'État. Le malheur qu'on a eu avec Joseph Kabila, pour attaquer maintenant, chuter sur notre question, c'est Joseph Kabila n'est pas parti de lui-même. Il est parti suite aux pressions du peuple congolais, et il a voulu s'assurer que son gâteau, il a voulu s'assurer que sa fortune, tout ce qu'il a amassé ne lui sera pas ravi, et il est parti tout en restant. Il est parti tout en restant. Avant de partir, et ça on va voir comment l'entourage, les grands, puisque l'entourage de Joseph Kabila est composé de mobutistes, des politiciens chevronnés, mobutistes et des kabylistes. Cet attelage-là, ils ont fabriqué une machine, le FCC, pour permettre à Joseph Kabila de partir sans partir, de partir tout en restant, en gardant le Parlement, en gardant la territoriale, en gardant la mainmise sur les entreprises de l'État. Il est d'ailleurs, on dit qu'il est l'actionnaire de plusieurs entreprises. Absolument, puisque... et sa famille, évidemment. Et ses amis, et leurs amis du secteur privé. Mais maintenant, la grande question, c'est la suivante. Bon, en fait, Kabila pouvait aller où? Parce que le pauvre type n'est pas français, n'est pas ni tout ce que vous racontez, n'est pas académicien, il n'est pas. Le pauvre devait aller au Rwanda, tout simplement. Bon, bon, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il devrait aller au Rwanda, mais à mon avis, si j'étais son conseiller, je lui aurais demandé tout simplement de devenir conférencier. Par exemple, d'apprendre aux jeunes comment devenir président de la République. Puisque Joseph Kabila est devenu président de la République en moins de 30 ans. C'est un des rares cas au niveau planétaire. Et d'ailleurs, avant de devenir président de la République, il a assumé de hautes fonctions militaire dans l'armée, c'est chef d'état-major force terrestre. Oui, à trop jeune, à un âge, je dirais, puéril. Donc pour moi, j'aurais demandé à Joseph Kabila de devenir conférencier, par exemple. Et lui-même, il avait dit, bon, je sais qu'il le disait en blaguant, en 2010, quand on lui avait posé un journaliste lui avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fera après la présidence, il avait dit qu'il deviendrait journaliste. Mais je sais qu'il avait dit ça en blaguant, pour s'amuser, mais il pouvait devenir... je connais un ancien chef d'État, bon, j'oublie le nom, qui est devenu chroniqueur du sport.
ça n'aurait pas été il y avait mauvais. quand même, il y avait quelque chose qui s'est préparé à mon passage à Londres. Il y a certaines personnes qui disaient que on devait créer une plateforme où Joseph partirait d'un pays à l'autre, faire des conférences dans des universités. Mais le contenu, je ne savais pas trop, mais il y avait quand même des trucs pareils, comme si lui-même l'avait refusé, je pense. La plupart des anciens. Il y avait un gars là qui s'appelait, je peux me citer son nom, Jérôme. Une fois, j'étais à Toronto, au Canada, je crois en 2009. J'étais à Toronto. George W. Bush Jr. était venu à Toronto pour une conférence. Vous savez, quand on a atteint ces niveaux de responsabilité et qu'on partage son expérience avec la jeunesse ou les étudiants, par exemple dans les universités, on est payé à plus de 5 000 $ par heure, parfois plus de 10 000 $, parfois plus de 20 000 $. C'est comme ça que les gens comme les Dominique Strauss-Kahn, les Nicolas Sarkozy, les Barack Obama, ils vivent comme ça. Barack Obama, cher Denis, a écrit un livre avec son épouse. Leur mémoire, ça a coûté 65 millions d'euros. Donc, je pense que pour moi, Joseph Kabila devait circuler dans les universités, montrer aux jeunes comment devenir président de la République. Pas nécessairement devenir président de la République, mais c'est de manière générique, de manière symbolique, pour montrer aux jeunes comment vous pouvez devenir numéro 1 dans ce que vous faites, quel que soit le domaine. Par exemple, ça peut être le domaine journalistique, pour ce qui nous concerne, ça peut être le domaine d'affaires, ça peut être l'armée, ça peut être n'importe quel secteur. Et Joseph Kabila était la personne la mieux placée pour faire ce travail. Pour finir, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut advenir à Joseph Kabila? On imagine un tout petit peu là, après avoir fait surface, va-t-il revenir? Juste l'image, parce que l'image est bonne, mais maintenant, l'image est bonne, mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui peut être mijoté de l'autre côté? Bon, je pense qu'on va voir ce qui en rapport évidemment avec ce système à double face. Je pense que quand vous suivez les discours, il faut voir ça dans les discours des deux présidents de deux chambres du Parlement. Hier, Janine Mabunda a dénoncé la montée d'une justice instrumentalisée. Ouais. Et Tambwe Mwamba a dénoncé la dictature d'un groupe sur... il a même parlé des médias, on parlait il a même parlé des réseaux sociaux. Il a même insulté en disant que les gens qui buvaient et qu'on pouvait... qui n'avaient pas le droit de prendre la parole aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent donner des leçons. Et certaines personnes ont répliqué en disant que des personnes de Christian, j'ai aimé ça. Oui, donc moi je pense que le FCC, à mon avis, puisque les gens sont en train de se tromper. Quand je vois, puisque c'est une coalition FCC-Cash, mais où les gens sont en train, qu'on peut évaluer en termes de buts encaissés et en termes de buts reçus. Non, en termes de buts reçus et de buts donnés. Donc encaissés et donnés. Ouais. Et si j'analyse sur ce point de vue-là, vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, Lambert Mende était en larmes en disant les juges de la Cour constitutionnelle Kabila était en train d'être évincé. Et vous voyez même sur le plan militaire, le président Félix Tshisekedi a nommé de nouveaux généraux, de nouveaux officiers, mais il faut réorganiser l'armée. L'objectif, c'est de réorganiser l'armée. On parlera de tout ça parce que le temps nous a imparti. Nous aurons encore une émission quand on parlera des grands journaux. Merci beaucoup, chers amis internautes. Merci Eric Mwamba d'être venu, d'avoir répondu. C'est votre maison. Vous allez encore revenir ici demain, et ce soir et demain. Merci, amis internautes, d'avoir été passés avec nous. Je pense que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous vous remercions et nous vous disons bye. Au revoir.